Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Constance et je suis la cofondatrice de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je suis avec Fabien Naoum, le fondateur de la brasserie SPB, une brasserie artisanale et créative située dans l'Oise. Donc bonjour Fabien. Bonjour. Je suis très heureuse de te rencontrer aujourd'hui et de faire découvrir ton travail aux auditeurs du podcast Eau de Vie. Tu as un parcours atypique et intéressant, donc puisque tu es brasseur autodidacte, anciennement avocat. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton parcours ? Oui, avec plaisir. Alors effectivement, j'ai été plus longtemps brasseur qu'avocat, mais il y a 9 ans, j'étais encore avocat à Paris. J'ai exercé pendant 3 ans et je faisais du droit des sociétés. Voilà. D'accord. C'était intéressant, mais voilà, c'était pas forcément là-dedans que je me voyais poursuivre. Et puis c'est un métier où on passe beaucoup de temps à limiter les risques. Ouais. Et je pense que ce dont j'avais besoin, c'était de prendre des risques. Voilà. Et j'ai découvert la bière en fait. Bon, j'ai toujours bu un peu de bière, mais sans être un grand amateur particulièrement. Et j'ai redécouvert la bière à travers la fabrication de bière, le brassage de bière. C'est vraiment la dimension artisanale qui m'a beaucoup attiré. D'accord. Et puis c'était une époque où il y avait le renouveau de la microbrasserie était vraiment assez balbutiement en France. Mm-hmm. Il y avait des exemples outre-Atlantique qui étaient très intéressants, avec des brasseries qui étaient hyper créatives et tout ça. Donc c'est à la vue un peu de ce qui se faisait aux États-Unis et au Canada. Et puis avec le plaisir que j'ai découvert et que j'ai toujours de créer des recettes et de fabriquer des bières. Ouais. C'est un peu comme ça que je me suis lancé, un peu la fleur au fusil, parce que j'y connaissais rien. Moi, j'avais une formation j'ai fait une école de commerce et du droit, mais l'artisanat brassicole, j'ai aucun ancêtre dans ce milieu-là, et donc j'ai découvert sur le tard en m'auto-formant à la maison, avec des livres, YouTube, et puis en rencontrant des confrères qui se lançaient eux aussi dans la bière, et donc d'une espèce d'initiative un peu comme ça agile où j'ai commencé à brasser. Quand j'ai abouti une première recette, je me suis dit je vais tester, voir à quoi ressemble la vie professionnelle de brasseur. Donc je suis allé brasser cette recette dans une micro-brasserie du nord de la France. Ouais. J'ai brassé 1000 litres. Et donc un mois plus tard, je recevais, je crois que c'était deux palettes de bouteilles de bière. À Paris, j'habitais dans les Batignolles, donc j'avais pas de stockage, donc ouais. J'ai loué un espace, une pièce en plus. J'avais acheté un scooter aux enchères, un vieux scooter de la Poste, et j'étais encore avocat à ce moment-là. Et donc je faisais après le cabinet, je faisais des livraisons en scooter de cartons de bière. Ça fait un gros programme. Donc c'était très expérimental, et puis c'est comme ça que j'ai découvert en fait je dirais au-delà de la fabrication, la dimension commerciale, la rencontre avec les épiceries, les restaurateurs et tout ça. Voilà, donc ça a été l'amorce un peu de tout le projet par la suite. D'accord. Et c'est un très beau parcours, en tout cas très audacieux. T'as eu un déclic à un moment où c'est fait progressivement, ou t'as eu un déclic qui t'a fait dire basta, je lâche la robe, c'est parti? Ça monte progressivement, la température monte, et puis et effectivement il y a un moment donné où on se dit bon allez, il faut que il faut que j'arrête dans X mois, ou voilà, il faut que ça se passe vite, et puis après c'est un concours de circonstances où il y a je dirais une passion naissante, donc c'est un processus qui a probablement duré un an, ouais. Un an, voilà, entre l'idée de se dire voilà, il faut qu'on commence, et puis le passage à l'acte. D'accord.
Et après, donc, je crois que tu as monté la Société parisienne de bière à tes débuts pour pouvoir continuer ta passion. Exactement, parce que en tant qu'avocat, j'étais profession libérale, donc j'avais pas accès à Pôle emploi. Donc il fallait que je trouve une façon de générer une sorte de revenu très rapidement. Et la fabrication de bière, la vente de bière, c'était une activité qui était balbutiante, donc je me suis dit que j'allais ouvrir une cave à bière assez rapidement en fait, parce que j'ai quitté l'avocature en mars 2014 et en fin juillet je signais le bail pour un local dans les Batignolles. Donc j'ai ouvert une petite cave à bière de 19 mètres carrés où je ne vendais que des bières artisanales françaises. Donc je ne vendais pas une seule bière belge. Et en ce sens, j'ai eu un parti pris un peu radical, mais qui a bien marché, quoi. Dont ta propre bière, du coup. Dont la bière que j'avais commencé à brasser, exactement. Ouais. Et qui s'appelle Batignolles, parce que j'étais dans les Batignolles et que c'était le quartier où j'avais commencé à brasser chez moi, et la boutique se trouvait dans le quartier. Donc, d'accord. Et au bout de combien de temps t'as pu installer la brasserie SPB ici, dans l'Oise ? Alors la brasserie SPB, l'installation va durer de 2017 à fin 2018. Donc ça aura pris peut-être 2 ans entre le moment où j'ai levé des fonds en crowdfunding notamment en 2017 et l'installation finale, c'est-à-dire de la brasserie, c'était en décembre 2018. D'accord. Donc ça aura pris 2 ans. 2019 étant la première année où on a vraiment commencé à être opérationnel. D'accord. Et jusque-là, tu brassais dans d'autres brasseries, en fait. Exactement. Donc je faisais ce qu'on appelle du brassage à façon. Le terme brassage à façon, c'est le gros mot, hein, c'est le mot qu'on veut pas employer. Donc, mais dans le milieu, on appelait ça du brassage gypsy. C'est beaucoup plus sexy. Pour dire que, j'étais brasseur, mais sans brasserie. D'accord. Mais effectivement, la différence un peu entre les deux, c'est que quand on parle de brassage à façon, on a un peu l'idée on va voir une brasserie et on dit fais-moi une recette et brasse pour moi. Alors que moi, j'avais la maîtrise de ma recette à 100%, que j'adaptais dans les cuves et dans le processus de brassage du brasseur chez qui j'allais. Et donc, j'avais un cahier des charges qui était assez étendu, quitte à même faire changer des pratiques à la brasserie dans laquelle j'allais. D'accord, Tu leur as appris des choses. Non, ça serait. Non, en fait, j'ai rien appris, mais en tout cas, je leur ai fait tester des choses qu'ils ne testaient pas. D'accord. Et il n'y en a pas 36 000, mais quelques petits trucs comme ça, qui étaient adaptés à ma recette et qu'ils ont parfois réutilisés ou non. Ouais, c'est dans la pratique aussi qu'on apprend les choses et qu'on fait évoluer les process, de toute façon. Exactement. Et c'est surtout aussi l'ADN dans le brassage gypsy, il y a cet ADN un peu aussi de partage de savoir-faire et d'expérimentation commune. Il y a un peu cette idée-là. D'accord. Et du coup, ça a dû quand même te prendre beaucoup de temps, au niveau de la démarche plus créative, ça a dû prendre beaucoup de temps de la construire. Avant de créer donc des choses uniques, il faut déjà apprendre à faire comme tout le monde. À quel moment t'as senti que tu trouvais vraiment ta patte, en fait? C'est une vraie question. C'est cool que tu la poses parce que le projet justement de la brasserie SPB, en fait, il est vraiment centré autour de l'idée que je voulais brasser des choses qui soient un peu personnelles et qui disent quelque chose d'un peu différent et qui soient empreints d'une patte. Et en fait, tout le temps que j'ai passé dans le magasin à Paris et en parallèle dans les brassages maison que je faisais, c'était du temps en fait de formation. C'est du temps que j'ai passé en fait à découvrir ce qui se faisait, à me faire une idée sur ce que j'aimais, sur ce que je n'aimais pas, et ça m'a permis de développer en tout cas une idée de ce que j'avais envie de raconter dans les bières. D'accord. Et quand la brasserie s'est ouverte, je sais pas si j'avais très consciemment une idée de ce que je voulais faire, mais je savais les styles et les bières que je voulais explorer. Et je pense que c'est a posteriori qu'on peut se dire, il y a en tout cas un trait un peu commun à chacune des bières. Et c'est même pas moi qui l'ai vu, c'est des clients qui ont pu me dire,
ce que j'aime bien chez SPB, c'est que voilà, vous travaillez l'acidité avec équilibre, que voilà, vous avez cette trame là qu'on retrouve dans toutes vos bières. Mais c'est venu des clients, tu vois, plus que d'une espèce d'intention consciente. Moi, je sais comment chaque recette j'ai envie de la brasser et l'intention. C'est plus le feedback des clients qui qui. Du coup, tu t'en es rendu compte et t'as continué sur ces caractères-là. Après, on a une approche qui a toujours été, en 3 ans, surtout avec le Covid, en fait, on a une approche très très expérimentale, c'est-à-dire qu'on a, alors on a affiné un peu ce qu'on voulait faire. C'est vrai que aujourd'hui encore, je me sens, j'ai l'impression que j'ai encore tellement de choses à apprendre. Et, enfin, tu vois, on apprend toujours. Exactement. Donc il y a encore beaucoup de chemin pour arriver exactement là où j'aimerais arriver. Il y a des choses que j'arrive pas encore à bien faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'arrive à voir ce que j'ai envie de faire. Et c'est, tu vois, au-delà de l'intention. Donc il y a ce que j'aime faire, ce que j'aime boire aussi beaucoup. Donc c'est ça qui drive beaucoup aussi l'intention éditoriale, je dirais. Mais il y a aussi beaucoup le marché, c'est-à-dire comment le marché réagit à ce qu'on dit. Bien sûr. Parce qu'il y a des bières qu'on a pu brasser qui étaient intellectuellement hyper originales, tu vois, techniquement super chouettes, mais on les a gardées 1 an et demi dans les stocks. Après, elles se gardaient très bien. Donc, mais voilà, donc je trouve, les brasseurs, mais comme je pense beaucoup d'artisans, vont aussi adapter leur message aussi en fonction bien sûr. du marché, même si on fait pas tout pour répondre au marché, mais il faut trouver un équilibre. Et donc la pâte, elle se dessine un peu là-dedans, et donc on essaye, tu vois, dans beaucoup de choix que l'on fait, on se pose souvent la question de voilà, on a toujours eu une espèce de politique un peu de l'offre, c'est-à-dire de dire voilà, on a une intention et on veut proposer ça. Et le marché, s'il kiffe, tant mieux. S'il kiffe pas, peut-être qu'on arrête de la brasser, mais voilà. Donc, souvent, on se pose la question de est-ce qu'on fait ça parce que ça, en fait, c'est ce qui fonctionnerait bien et c'est ce qui collerait bien et c'est ce qu'il faut, peut-être qu'il faudrait qu'on soit un peu plus cool là-dessus. Il faut qu'on fasse ça parce que. Et où est-ce qu'on met le curseur entre ça et ce qu'on a envie de dire, malgré tout. Et est-ce que, là, si tu vois un petit peu où tu voudrais aller, est-ce que tu saurais nous le décrire avec des mots? En termes de style, nous, ce qui nous anime, enfin, moi, ce qui m'anime énormément, mais ce qui anime aussi beaucoup Émile, que tu as vu, et puis qui sommes en production, si tu veux, c'est les bières de style saison. Qui ont une expression de levure qui est hyper intéressante parce que je pense que c'est les styles de bière, je dirais, du quotidien qui ont les expressions les plus complexes, tout en étant les bières les plus sèches, donc avec le moins de sucre résiduel, donc qui ont une meilleure buvabilité. Donc c'est ces styles-là qui nous animent beaucoup. Et puis on essaye de se diriger autant que possible vers de l'assemblage. Avec des bières qui sont fermentées le plus naturellement possible. D'accord. Et donc en fait, la direction dans laquelle on veut aller aujourd'hui, nous, c'est des bières qui ont une très grande buvabilité sur des styles un peu saison, donc rustiques, et dans lesquels on va incorporer un peu d'assemblage qui serait issu de bières qui serait issu de notre chai. Voilà, c'est dans cette direction qu'on essaye d'aller doucement. Mais globalement, voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout de réussir à continuer de brasser des styles simples, pas forcément exubérants, mais d'aller toujours dans plus de précision, des trucs toujours plus fins, plus précis et autour de cette notion de bière un peu de saison. C'est une belle évolution en perspective. Ouais. En tout cas. Et donc, tu as derrière tout créateur, il y a une équipe. Toi, tu travailles avec qui, du coup, ici? Alors, aujourd'hui, on est 4. On a été un peu plus nombreux il y a 2 ans. Mais on est 4. En production, je dirais qu'il y a... Alors moi, maintenant, je suis un peu partout, quoi, mais je garde toujours un pied dans la création, bien évidemment, dans la recette. Mais je m'extrais de la production du quotidien le plus possible parce que je dois faire d'autres trucs. Donc il y a Émile qui s'occupe du brassage. Il fait quasiment tous les brassins. Moi, quand il y a besoin d'un petit renfort, je viens, mais donc il fait absolument tous les brassins. Et on travaille en tandem parce que toutes les micro-décisions techniques, je suis là pour les prendre avec lui et tout ça. Il y a Samantha
qui s'occupe principalement de la partie conditionnement. Ouais. Et de la logistique, donc qui fait des livraisons. Et il y a Lina, qui est derrière moi, qui est là depuis, c'est une personne qui m'accompagne qui est là depuis plus longtemps que tous les autres, et qui s'occupe principalement de la partie administrative, mais pas que. D'accord. On est tous disciplinaires, mais voilà, le gros de l'activité en tout cas, c'est ça. Ok. Et vous goûtez tous les produits. Oui, chaque bière qui sort est goûtée par tout le monde. Quand on a une hésitation sur un truc, on demande l'avis de tout le monde généralement. Donc oui, c'est très horizontal comme mode de fonctionnement. Voilà. Et SPB, donc c'est le nom, donc ça s'écrit HESPEBAY. Et ça reprend en fait les initiales SPB, de la Société Parisienne de Bière. Donc c'était la cave à bière dont tu nous as parlé, que tu avais installée à tes débuts. En choisissant ce nom, tu voulais créer un clin d'œil par rapport au début de ton parcours ? Oui, alors en fait ça démontre aussi un peu l'intention. Enfin, l'intention initiale, c'était, j'ai pas du tout pensé le nom de la brasserie de façon avec une intention stratégique marketing. Peut-être j'aurais dû, mais en tout cas c'était pas ça. L'idée c'était d'avoir un nom quel qu'il soit, et qui soit connecté avec le passé, parce que je trouvais ça plus important d'avoir un lien avec le passé, bien sûr, que de faire table rase, d'avoir un nom clinquant. Voilà, c'était. Au moins c'est un nom unique en tout cas. C'est un nom unique, imprononçable, et qui, quand les gens le lisent, ça les ramène à rien. Donc c'est peut-être là où. Oui, après ça peut les ramener à ton histoire. Alors on les ramène à l'histoire effectivement, et l'idée c'était de dire l'intention de création qu'on a, c'est de faire des bières qui sont peut-être un peu de niche, un peu curieuses, et je trouvais ça cohérent d'avoir un nom qui veut rien dire, qui peut-être un jour on dira ah oui, SPB c'est le truc qui veut rien dire, mais voilà, on a une idée un peu de l'intention qui était derrière, qui était une intention créative. Voilà. Et donc la brasserie, donc elle est située dans l'Oise, à Grollet. D'où vient ton attachement particulier au département ? Alors au début, la façon dont j'ai trouvé le local, il y avait absolument aucun attachement au Val d'Oise. Pour être honnête, j'ai trouvé le local sur Le Bon Coin. Après avoir cherché des locaux dans tout le nord de Paris. Donc j'ai commencé par la première couronne, deuxième couronne, troisième couronne. Et j'ai trouvé Grollet. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai répondu à l'annonce de Grollet, c'est parce que je connais un peu la région, parce que la ville mitoyenne de Grollet s'appelle Sarcelles. Et c'est une ville en fait dans laquelle mes grands-parents et mon père en fait ont immigré dans les années 60. Et donc tous les ans j'allais à Sarcelles pour mes grands-parents, mais je connaissais pas Grollet. C'était un univers, c'était une ville comme ça un peu isolée. D'ailleurs ça l'est toujours, une espèce de ville isolée un peu dans le Val d'Oise, qui a une physionomie assez particulière. Et donc connaissant Sarcelles, je me suis dit c'est un coin qui m'est pas étranger, donc je vais aller voir. Voilà. Ok, c'est toujours rassurant de. Il y avait un côté un peu rassurant, mais je pense que il y a peut-être un peu inconscient. Enfin, je sais pas. Oui, c'est peut-être pas un hasard total non plus. C'est peut-être pas un hasard total, ouais. Ok. Et d'ailleurs, tu as utilisé la nature environnante pour créer ton logo. Donc logo, je sais pas si c'est un logo ou une mascotte, mais en tout cas c'est le brochet SPB. Exactement. Alors en fait, quittant Paris, il y avait aussi ça, c'est-à-dire qu'on a abandonné le nom Société Parisienne de Bière parce que on n'était plus dans Paris. Donc l'idée c'était de se dire l'intention parmi ce qu'on souhaitait faire, c'était de trouver notre place et d'avoir une raison d'être dans le Val d'Oise, en tout cas à Grollet. Et donc on a cherché à se connecter avec le territoire le plus possible à travers effectivement un logo qui est un peu qui a pas de, le brochet ça n'a rien à voir avec la bière. Certains croiraient qu'on est une poissonnerie. J'ai des commentaires comme ça, mais c'était plus une approche un peu poétique d'avoir un totem comme ça qui soit un symbole. Et le brochet c'est un des anciens animaux héraldiques qu'on trouve sur les vieux blasons de certaines villes. Et il se trouve que dans la région du Val d'Oise, on a un lac dans lequel il y a des poissons, donc le poisson de rivière, en fait, de lac, me semblait approprié.
on aurait pu choisir le sanglier, qui est sur le blason de la ville, ou le cerf, enfin je sais pas comment dire, le daim ou le cerf. Ouais. Mais c'est des animaux qui ont déjà été qui sont très utilisés dans la bière déjà. Donc voilà, je trouve ça rigolo d'avoir cet animal héraldique de lac. Du coup, c'est bien en accord avec le nom. Bon, c'est intriguant, quoi. On se dit. C'est intriguant, et puis dans l'idée aussi du poisson, il y avait dans SPB, moi, il y a eu la sonorité baie qui fait penser un peu à une étendue d'eau. Ouais. Enfin, bon, voilà, c'est vraiment une construction. On est sur le surréalisme. C'est une construction, exactement. Mais je pense que c'est aussi quand on voit les étiquettes et l'ADN de la brasserie, on a cette approche-là. Voilà. Ok. Et donc j'ai vu il y a pas longtemps que tu avais développé ta bière Tatawin Blues comme un clin d'œil à tes grands-parents, donc qui habitaient à Sarcelles, donc une ville mitoyenne de Grollet, comme tu nous l'as dit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors dans les premières bières qu'on a brassées, en fait, c'est vrai que j'ai voulu faire un clin d'œil un peu aux origines de mes grands-parents. Il y a la Tatawin Blues, effectivement. Tatawin étant une ville du sud de la Tunisie. Ouais. Et donc c'est une bière qui est acidulée et houblonnée avec des houblons très fruités. Donc c'est une bière pour moi qui pourrait être bu dans le sud d'un désert, qui serait très rafraîchissante en ce sens. Et donc voilà, c'était un clin d'œil. Et puis le nom Tatawin Blues en fait correspond un peu à la façon dont on a créé des noms depuis le début, c'est-à-dire d'avoir deux mots qui ensemble, enfin n'ont pas forcément été souvent associés, et on les met ensemble pour créer, je dirais un ressenti. Voilà, une émotion et une sonorité qui sonne bien. Donc Tatawin Blues, j'ai un petit carnet en fait avec plein de petits noms, et c'était deux mots que je voulais associer. Ouais, en plus c'est marrant parce que Tatawin, c'est un peu une antithèse les deux. Le blues, on n'est pas bien, alors que Tatawin, on s'imagine le soleil, les couleurs. C'est marrant d'associer deux trucs contraires, quoi. C'est vrai. Ouais. Alors on avait fait une première version de cette recette-là qui s'appelait Tatawin Gypsy. Ouais. Et donc c'était la deuxième recette, et c'était Tatawin Blues. Okay. Et alors, pour l'anecdote, en fait, sur la table, là, tu vois, j'ai amené une autre bière qui fait partie de notre gamme de base et qui s'appelle Odessa Mama. Oui. Et bah ça, c'est un peu le clin d'œil aux origines de l'autre côté de ma famille, du côté de ma mère, et qui est une bière, voilà, on pourra en parler plus tard, mais voilà, c'était deux petits clins d'œil de... Ok. Et alors, j'ai une dernière question avant de clore cet échange. C'est quelle est ta plus grosse claque de dégustation de bière? Est-ce que tu as un souvenir précis d'une bière? Est-ce que c'est d'ailleurs des bières SPB ou est-ce que c'est une bière à l'extérieur? Bon, après, enfin, il y a une bière en fait dont je me souviendrai vraiment, parce que je crois que j'ai jamais goûté une bière comme ça depuis, et ça me paraissait complètement dingue. C'était une bière qui a été brassée par une brasserie anglaise qui s'appelle Fuller's. Oui. Et qui, chaque année, sort ce qu'ils appellent une vintage ale. D'accord. Donc, c'est l'équivalent d'une old ale. C'est ces bières qui sont vieillies, avec un profil maltais et une levure anglaise, et, voilà, dans un équilibre qui est assez chouette. Et j'avais goûté le millésime 2012. Et j'avais trouvé ça absolument dingue, parce que c'était une union absolument parfaite entre la levure et la base de malt, et des arômes de levure. Enfin, j'ai jamais senti des arômes comme ça dans une autre bière. J'ai essayé de reproduire dans la mesure du possible, et j'ai jamais vraiment réussi. Et enfin voilà, c'était. Ok. Et ça t'a inspiré? Ça m'a inspiré pour l'une des bières qu'on brasse, qui est très éloignée, mais disons voilà, ça. L'esprit, ouais. Ben, merci beaucoup pour cet entretien, j'étais ravie. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Eau de vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général,
Rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.